Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Nomade. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la meilleure des connexions franco-keb. Comment ça va, Djoulaye ? Ça va et toi ? Ça va nickel, je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Djoulaye, tu nous viens direct du Canada, de pas forcément Montréal, Rive sud. La rive sud. South Shore. Tu vis en France, dans le sud, à Avignon, depuis presque 4-5 ans maintenant, si je dis pas de Ça en bêtises. fait 8, on a doublé déjà Lisa. C'est ma 8e année. Ouais. Oh, punaise, ça y est, hein, ça va vite. Ça va vite. Qu'est-ce qui t'a donné envie de quitter le Canada pour rejoindre la France ? Déjà, moi, je suis franco-canadien. Donc, je suis né en France, mais j'ai vécu toute ma vie au Canada. Je suis parti d'ici, j'avais 4 ans. J'ai énormément grandi aussi en me demandant ça aurait été quoi ma vie en France, en Europe, vu que j'ai grandi en Amérique du Nord. Et cet aspect musical, donc moi j'écoutais quand même beaucoup de rap français francophone, je veux dire parce que c'est toute la francophonie. J'écoutais aussi du rap américain, mais comme moi j'écrivais en français et c'était ce qui me parlait le plus, j'avais aussi envie d'aller me challenger à voir c'était quoi le rap en France par rapport au rap au Québec et d'essayer vraiment de me motiver pour professionnaliser le truc. Je savais que en France il y avait beaucoup plus de terrain de jeu. T'as beaucoup plus moyen aussi de te produire, d'en vivre, d'avoir des gens qui en écoutent. Et pour moi, c'était vraiment genre mixed up la moitié de moi-même qui me manquait. Et en même temps, vivre l'aventure de me dire let's go, on va se challenger. On fait du rap, on va aller voir comment ça kick en France aussi, quoi. Dans tes concerts, d'ailleurs, tu joues beaucoup sur l'aspect franco-keb. Ouais. Ça reste une marque de fabrique, puisque de toute façon, c'est toi, c'est ce que tu es. Ouais. Mais est-ce que c'est un plus d'avoir cette double nationalité ? Pour moi, ouais, parce que j'ai, on va dire, 2 fois plus de lyrics, j'ai 2 fois plus d'expressions, 2 fois plus de souvenirs, 2 fois plus de potes. Et c'est juste, comme tu dis, c'est que c'est ma personne, c'est-à-dire que quand je suis arrivé au Canada, je suis français, quand j'arrive ici, je suis canadien, je suis vraiment hybride partout où je vais, j'ai pas le bon accent. Et pour moi, en fait, d'avoir ces 2 parties-là, c'est ce qui fait qu'en fait, je vais écouter du rap américain ou du rap anglais, je vais feel le truc autant qu'en français et l'artiste, il va me parler autant. Mais que lyricalement et même musicalement, je pense, je suis intéressé par d'autres trucs aussi, parce que j'ai cet aspect-là de je suis pas vraiment focus sur vas-y, je fais du rap français. Non, comme je dis, je parle français, je fais du rap francophone, qu'il soit canadien, qu'il soit belge, qu'il soit suisse, qu'il soit français. Pour moi, c'est plus la langue avec laquelle on va le véhiculer qui est importante. Mais tu parles de la langue avec laquelle tu véhicules. Ça se traduit aussi dans ton langage, dans tes lyriques. Tu utilises un peu de franglais aussi quand même. Tu as beaucoup d'anglicisme, etc. C'est un truc qui... Moi, je me souviens quand j'habitais à Montréal, il y avait cette espèce de défense de la langue française, mais tout le monde parle quand même anglais, tout le monde est bilingue. Est-ce que c'est une écriture qui t'apporte d'utiliser les 2 langues à chaque fois dans tes textes ? En fait, c'est plus... toi qui es déjà allé en plus à Montréal, tu vois comment on parle, tu vois comment... En fait, c'est qu'il y a des expressions qui pour moi sont juste plus fluides en anglais, où le mot il me vient plus facilement en anglais. Et justement, j'en joue quand j'écris aussi parce que j'ai ce truc-là de me dire dans tous les cas, c'est ce mot-là moi qui me vient, c'est à celui-là que j'ai envie de mettre, et qu'il soit en anglais, en français ou en espagnol. En fait, si c'est le mot qui est le plus propice à vouloir décrire ce que je veux dans la situation, c'est celui que je vais utiliser. Et après, au niveau de comme tu dis, cette appartenance-là, au Québec même, c'est un pays le Canada, c'est un pays qui a 400 ans, c'est très multiculturel, donc en fait, même on utilise des expressions haïtiennes. C'est comme moi, tout début, je faisais des capsules la caille dans mon appartement, qui voulait dire la maison. Et en fait, je pense qu'il n'y a pas de barrière de la langue et de plus en plus, on évolue justement dans cette francophonie-là. Plus il y a des expressions de plein de langues différentes en fait qui sont couramment utilisées. Et si tu regardes juste dans la rue, tous les jours quand tu parles avec des gens, tu as énormément de langages ou qui viennent d'une autre langue ou d'une autre expression, et tellement c'est couramment utilisé que ça devient juste naturel en fait de le dire. D'utiliser ce mot-là pour décrire cette situation. Ça fait du coup 8 années, tu le disais, que tu es en France maintenant, que tu évolues avec ta musique, que tu apportes ton univers. Est-ce que c'est important quand même pour toi de garder une connexion avec le Canada, avec Montréal ? C'est comme si
tu demandes s'il faut oublier une partie de toi-même, je pourrais pas. Comme je dis, en fait, je me considère sincèrement comme un enfant du monde parce que partout où je vais, comme je dis, j'ai des gens à qui je tiens et partout où je vais, j'ai des gens qui me manquent. Parce que quand je suis là, il y a des gens qui sont au Canada que malheureusement je peux pas avoir près de moi et vice-versa. Comme j'étais au Canada, que j'y retourne même en vacances, je repense à tous les gens que j'ai ici. Et même si on va encore plus loin, moi, ma famille, elle est mixed up entre 3 pays. Tu vois, j'ai une partie de ma famille aussi qui est partie vivre au Mexique il y a quelques années. Et en fait, 3 pays, ça fait des souvenirs partout, mais ça fait aussi des gens qui manquent partout. C'est le plus difficile, je pense, dans le côté expatriation. Enfin, on peut dire expat, même si tu as quand même la double nationalité. Partout chez moi. Ouais, t'es partout chez toi, t'es un citoyen du monde. C'est ça. Au final, c'est ça, c'est le plus joli. Mais c'est vrai que c'est difficile. Moi, je sais que quand j'étais à Montréal, il y avait ce truc où sur la fin, en y ayant vécu 3 ans, j'avais presque ce mot qui était de ne plus vouloir créer de liens, parce que je me disais, ils vont trop me manquer. Mais ça reste beau à la finalité, maintenant que j'ai fait le retour, de me dire, mais en fait, j'ai du monde un peu partout aussi, et ça crée des connexions, et je pense que c'est ce qui reste le plus beau quand même. Ben c'est comme tu dis, c'est que c'est des souvenirs. Au final, c'est des moments de vie qu'on partage, et peu importe la situation, peu importe le pays, tu vois, c'est ça que je trouve intéressant, c'est que on vit vraiment tous, entre guillemets, les mêmes choses pour des raisons différentes, mais ce sentiment-là d'amitié, de partage et tout, ben en vrai, tu le vis de partout, et c'est ça aussi qui fait que tu es attaché, je pense, à un endroit où c'est plus par rapport aux gens que tu y rencontres que même limite par rapport au paysage ou au spot en lui-même. Tu vois, t'as beau être au plus bel endroit au monde, si tu te fais chier que t'es tout seul... C'est l'humain avant tout. Ouais, parce que c'est pas l'endroit qui fait si t'es bien. Au final, c'est dans ta tête et c'est comment tu le vis. Et comme tu dis, ben inconsciemment, il te manquera toujours quelque chose. Et peu importe que tu sois ici ou à l'autre bout du monde, il te manquera quelque chose. Et le top, c'est pas penser à ce qui te manque, mais à ce que tu as eu et ce que tu as aussi, c'est de te dire, bon, ben je les ai pas là, mais en vrai, demain matin, j'y retourne, il n'y a rien qui change, tu vois. Mais du coup, de parler de l'humain et de l'environnement, en fait, l'entourage, finalement, ça me fait penser qu'il y a 3 ans, j'avais participé à un concours d'Arte, donc qui consistait à réaliser un documentaire sur le thème imposé qui était besoin de personnes. Tu étais au casting, et on avait entre autres abordé le sujet de l'importance d'être bien entouré dans le milieu du rap indé. J'aimerais te montrer un petit extrait donc, de ce documentaire et que tu me dises si 3 ans plus tard, est-ce que ton discours reste le même? Voilà, il y aura l'extrait. C'est July, artiste rap indé franco-canadien, accompagné de Le Chouche, mon acolyte de tous les jours. Ça sert mais pas à trouver ses repères, c'est sûr. Dans le milieu du rap indé, la différence, elle est surtout que les gens ils veulent apprendre à connaître, parce que, comme il disait, c'est tu travailles ensemble et vous misez tout le monde ensemble. Ça veut dire que la personne avec qui tu vas travailler, il a plus intérêt aussi à travailler à long terme avec toi, sachant que les deux, vous n'avez pas forcément extrêmement de moyens, parce que vous êtes 2 personnes en fait qui poussaient leur projet indépendant pour arriver à grandir ensemble, en fait, avec les 2 entreprises ou que les 2 projets ils évoluent ensemble, pour arriver à être ensuite sur des stades plus hauts où là effectivement les gens qui étaient en aidés finissent par travailler avec des majors, avec des entreprises comme ça, parce qu'ils ont pris l'expérience et le niveau en fait nécessaire pour pouvoir pousser. C'est ce qui intéresse aussi les autres gens qui sont pas forcément en aidés. En 3 ans déjà on a changé de coiffeur, hein, ça fait plaisir. J'ai passé un bail, on a vieilli, on a grandi. Non, en vrai, ça me fait plaisir parce qu'au final, je regarde 3 ans après, ce que je dis, ben, c'est ce que je fais, c'est ce que je vis. J'ai toujours mes collègues à côté de moi, on évolue toujours en équipe. C'est exactement ce que j'ai dit, en fait, c'est qu'on porte des projets ensemble et ils évoluent. Aujourd'hui, je peux qu'être content de voir mes bros à gauche, à droite, en fait, qui évoluent autant en solo que autant dans leur dynamique de projet et qu'on continue à tous graviter autour les uns des autres et que ça fait qu'évoluer. Donc finalement, je pense que la vision elle n'a pas changé, c'est toujours la même. On évolue toujours dans le même truc et ça fait plaisir parce qu'en fait ça a pris forme de fou en 3 ans et ça peut que aller de mieux en mieux, je pense, parce qu'on est bien entouré, comme je disais depuis le début. C'est vrai que ça a pris forme depuis 3 ans, même depuis 2015.
2015 même, j'ai envie 2016, de dire. Ouais, 2016. C'est la date à laquelle on s'est rencontrés pour la première fois à Montréal d'ailleurs, à l'époque de la sortie de ton EP Je vis de rap, d'herbe et de café. Moi, je t'ai toujours vu rapper, du coup, dans des cyphers, etc. Je t'ai rencontré vraiment dans ce milieu-là. Et ce qui est cool, c'est que j'ai pu vraiment voir l'évolution de ta musique aussi. Ça a énormément changé, je trouve. Et justement, j'avais une question à te poser sans parler de regrets, parce que je pense pas qu'il faut avoir des regrets. Est-ce qu'il y a des choses dans ta carrière artistique que tu ferais juste différemment? Si j'avais vraiment un truc à refaire, sincèrement, c'est je voulais partir quand j'avais 19 ans et j'aurais dû, tu vois, 3 ans avant, me casser et vraiment me dire let's go, fais le move. Après, je pense qu'il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Aujourd'hui, je suis 10 fois plus grand en tant que personne que quand je suis parti. Et je pense que si j'aurais pas pris mon sac à dos et mes rêves, je ferais probablement complètement autre chose dans ma vie et je serais peut-être malheureux. Alors que là, chaque jour, je me lève et je fais quelque chose qui me plaît, quoi. Donc en vrai, je pense que c'est vraiment le top, hein, d'avoir fait le move. Après, comme je te dis, il n'y a pas de regret, il n'y a pas de remords. Chaque truc que j'ai vécu, il amène toujours un bon truc. Tu sais, j'ai tout le temps cette perspective-là de me dire, comme je t'ai dit, peu importe d'où tu vas vivre vraiment la même chose. Et pour moi, c'est un peu comme genre une palette de couleurs, tu vois. Genre, on vit tous les mêmes émotions, mais pas pour la même raison. Et elles se déclenchent tous à un moment ou l'autre de notre vie, tu vois. Genre, et ben, c'est un peu ça. Moi, j'ai eu d'autres déclenchements qui ont fait que c'était le timing. Peut-être que, justement, c'était à ce moment-là qu'il fallait que je l'aie. Donc, des regrets, aucun. Si ce n'est de peut-être, comme je t'ai dit, être parti 3 ans avant si j'aurais pu. J'aurais dû pogner le sac à dos et let's go, quoi. T'es super productif en ce moment. T'as sorti Rapide et Dangereux 1 en octobre dernier, Rapide et Dangereux 2 4 mois après en mars, et il me semble que tu prépares Le troisième, ça y est, ben ouais, Rapide et Dangereux, hein. Ça le dit dans le titre, on essaie d'être rapide et efficace le plus possible et c'est un peu la suite logique. Il y avait déjà le deuxième, ils ont fait 10 films. Je sais pas si on ira jusque-là, mais on va déjà en faire un troisième, sûr. Ouais, parce qu'on peut le dire, Rapide et Dangereux, en fait, c'est la version, le titre québécois. En fait, ouais, c'est la traduction québécoise du film Fast and Furious. Et au Québec, pour la loi 101, ils l'ont traduit par Rapide et Dangereux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu en détail de ces 3 projets, enfin des 2 projets sortis et du 3e à venir? Ouais, comme ça le dit, c'est Rapide, c'est Dangereux. Le premier, c'était totalement dans le concept, en fait, avec le titre. C'est pour ça que c'est des morceaux d'environ 1 minute, 1 minute 10. Pour 5 titres, ça va très vite, ça s'écoute en moins de 8 minutes. Papa dit qu'il a un sacrifice. Ouais. Je voyais pas les efforts, tous les sacrifices. Je voulais pas l'écouter. Dans mes oreilles sacrifiées, je deviens agressif, perdu dans le sac de résine. On se crie dessus, on s'apprécie. Des jours avec et des jours en sapristi. Mon cœur est cicatrice. J'apporte un sourire en guise d'artifice. Je vois noir sur rouge de colère. C'est ma palette émotionnelle, mon petit côté artistique. Je parle avec les mains quand les mots s'en mêlent. J'ai du mal à suivre de bons conseils. C'était pas contre toi, c'est juste qu'ici c'est rarissime. Le deuxième a été beaucoup plus complet. Justement, on est quand même resté dans cet aspect rapide, cet aspect dangereux, mais sur une temporalité plus rapide. Donc avec des vrais morceaux beaucoup plus longs, beaucoup plus personnels par rapport au premier. La vie toute une mécanique, tout va méga vite. Rien goût métallique, un goût de farine. Ça a bien failli me canner. Je me fais des films comme Guillaume Canet. Heureusement je me suis calmé. Je remonte les épreuves, je monte l'escalier. Sur le podium je finirai par m'installer. Je voulais croquer la vie. Bah ouais mon chum. C'est elle qui m'a mordu avec ses canines. Je connais le périple, j'ai du mal à choisir. Du mal à trancher comme ce bon vieux canif. Profiter ou courir comme s'il fallait ce calife. Lui dans le moteur, cherche encore la manip. Je tiens le volant avec les genoux, j'ai encore les mains libres. Et le troisième, c'est vraiment la partie dangereuse du projet. Là, on n'est plus sur la rapidité, on va être vraiment sur la dangerosité. Ça demande beaucoup d'investissement de sortir quand même 3 projets en quasiment une année, même si le premier est sorti fin d'année dernière. Qu'est-ce qui te pousse à être super productif en ce moment? L'équipe qu'on a, j'ai la chance d'être bien entouré, que ce soit avec la Calade, que ce soit avec Moon Studio, avec les beatmakers qui nous entourent, toute l'équipe. Et ça permet d'avoir une dynamique de travail qui fait qu'on peut être productif.
Au-delà de ça, il n'y a pas que la partie musique en ligne, il y a beaucoup d'autres trucs aussi à travailler à côté, que ce soit pour les lives ou whatever. Mais je pense que cet aspect de productivité, il a toujours été présent. Juste en ce moment, on est tellement bien entouré qu'on peut vraiment faire avancer la voiture beaucoup plus vite, quoi. Est-ce que la musique, sans faire les questions un peu clichés bateau, mais est-ce que tu penses que la musique t'a aidé à grandir, tu disais, mais à t'épanouir vraiment, à faire la personne que tu es maintenant? Sans rentrer dans les détails, moi quand je t'avais rencontré, tu étais dans des situations où tu n'aurais pas forcément envie de te remettre actuellement. Est-ce que tu penses que le rap t'a aidé à sortir de ça? Je le dis dans le son genre Sacrifice, où je dis c'est mon âme que je vends, et que c'est un peu vraiment le délire de... genre quand moi je suis sur scène et que je joue les morceaux devant les gens, ou même que je les sors, le concept c'est que moi j'ai tourné la page sur un truc, c'est que je suis prêt à l'assumer. C'est comme si t'arrives pas à te regarder face to face dans un miroir et que, en fait, ouais, quand tu le fais, tu te dis, ouais, c'est bon, j'ai une balafre là, mais j'ai une balafre et c'est pas grave, et genre, j'avance, et c'est plus sur ce côté-là de faire l'impasse sur des côtés de toi-même, des trucs que tu veux pas tout le temps forcément mettre en lumière, et de déroger, en fait, de dire aussi que c'est le seul truc qui, moi, dans ma vie, que je fais où je me sens réellement utile, en fait. Ouais, légitime aussi? Ouais, mais c'est plus, tu sais, on dit genre, tout le monde doit trouver sa place. En vrai, la quête d'un être humain, c'est un peu ça, c'est de trouver ta voie, ta place. Et on est doué pour plein de trucs, tu vois, j'ai plein d'autres compétences, je sais faire plein d'autres trucs dans ma vie, mais le seul bail où vraiment j'ai l'impression d'être utile, c'est quand je fais de la musique, que je vais sur scène, que je me dis, ok, je sais pourquoi je me lève, je sais pourquoi je fais ça. Et je trouve une légitimité plus à vivre. C'est un peu ça l'idée. Okay. C'est-à-dire que c'est comme... Il y a des gens, ça va être d'avoir une ferme, il y en a d'autres, ça va être d'avoir un boulot standard, d'évoluer et tout, et il y a tout qui est bénéfique tant que tu trouves ta place. Et moi, c'est comme si j'arrivais pas à la trouver. J'allais dans des endroits où je pouvais évoluer si je voulais, ou même dans des bails pas très bien, mais tu sais, c'était pas là où je me sentais forcément... au bon endroit. Et vraiment, quand j'ai pris cette décision-là, que j'ai commencé à miser sur moi, en fait, c'est là où je me suis dit, ben ouais, en fait, genre là, je me sens bien, et c'est qui je suis, c'est ce que je suis, en fait, genre. Dans le milieu du rap indé, tu peux que miser sur toi, finalement, en plus, ouais. Au démarrage. Et des rappeurs que je connais personnellement, je trouve que tu es l'un de ceux que j'ai le plus vu s'intéresser et appréhender un peu toutes les facettes de ce milieu du rap indé. Parce que oui, il y a écrire des textes, produire, monter sur scène, les chanter, etc. Mais il y a aussi la communication, la promo, le marketing, les partenariats, etc. Toi, tu maîtrises de plus en plus tes réseaux aussi. Est-ce que c'est quelque chose qui te fait kiffer aussi à faire, ou c'est un peu de la misère avec ça, du mal, et tu dis je le fais parce qu'il faut que je le fasse? Il n'y a rien que je me force à faire, sinon je le ferais pas. Ça rejoindrait, je pense, le premier point. Après, en fait, pour moi, ce qui était important, c'est comme tu dis, dans le milieu indé, c'est marrant parce que dans le documentaire que tu montrais là qu'on avait fait il y a 3 ans, je disais que ce qui était important, en fait, c'est de maîtriser quand même le plus de code possible. Et en fait, ben ouais, si tu arrives à voir l'ensemble du travail qui est fourni, ben, tu sais après pourquoi tu le délègues à quelqu'un aussi. Et surtout, en fait, comme tu dis, en indépendance, si déjà toi, tu n'as pas plus faim que tous les autres, entre guillemets, tu n'iras pas chercher plus loin. Donc pour moi, c'était même naturel aussi de me renseigner sur comment on fait pour faire un projet, comment on sort, comment ça marche, comment on peut vivre de la musique, comment... Tu sais, j'ai quand même tout crissé là avec mon sac à dos en partant en me disant... il faut que j'en vive. Donc je pouvais pas juste arriver et me dire ok, let's go, je me tourne les pouces, ça finira par marcher. Sinon, ok, c'est quoi l'intermittence, comment on y va, parce que pour vivre de la musique, t'es pas obligé de remplir des zéniths tous les jours. Il y a des gens qui vivent très bien en faisant des concerts dans certaines salles ou même dans des bars ou autres. En fait, être artiste, ça dépend de la définition que toi t'en as. C'est comme percer, ça dépend de la définition que toi t'en as. Moi, à la base, mon plan de match, c'était de me retrouver et de pouvoir vivre de ma passion. Aujourd'hui, de plus en plus on avance, je suis intermittent depuis déjà 3 années. On évolue sur des trucs où c'est magnifique ce qu'on vit, et plus ça va grandir, je pense, plus l'histoire va être belle. Mais l'histoire initiale, elle n'était pas de tout détruire. L'histoire initiale, elle était de
de base de juste rapper avec des gens que j'écoutais. Hein. Si on revient à la base, elle était de OK, on va trouver c'est quoi mon autre moitié en France de moi-même. Et il y a des gars que j'entends rapper à 6000 km, je les écoute dans mes écouteurs et là je les ai croisés, on se voyait, on se tape des checks. Tu vois, c'est un autre mood aussi, c'est comme si tu regardes la télé et que d'un coup tu es dans la télé. C'est ça. Donc le paradoxe, il est intéressant, mais après, tu vois tu vois plein d'exemples de gars dans le milieu de la musique qui ont réussi. Comme je dis, il n'y a pas d'âge. Hein. C'est comme les gars qui disent pour les présidents, ils veulent tous être présidents, ils ne sont pas au même âge. C'est exactement ça. En fait, la finalité, elle est de quel est ton objectif, qu'est-ce que tu veux faire. Et si en indépendance, tu ne sais pas où ton objectif, c'est toujours compliqué. Donc après, c'est de te fixer des trucs atteignables, mais... sur le concept, en apprendre toujours le plus possible parce que c'est comme ça que tu vas être le plus complet en fait. Tu parles de plan de match, d'objectifs atteignables. Tu viens de fêter tes 30 ans. Ouais. Il y a quelques temps, tu m'avais dit si à 30 ans je suis pas là où je veux être avec ma musique, je change de cap. Ouais. Et c'est quoi le bilan aujourd'hui? J'ai fait un son qui s'appelle Anniversaire, qui sortira. Et j'ai 30 ans, je suis là où je veux être, je suis artiste. C'est ce que je dis, l'histoire elle est belle, tu vois. Je partais avec des rêves et en vrai, aujourd'hui je vis ce que je voulais vivre et des souvenirs plein la tête. Hein. Tu vois, c'est ouf parce que justement, je m'étais mis cette deadline-là et je pense qu'au-delà de ça, c'est un deadline, même que tu fasses pas de la musique ou whatever, c'est un âge parce que j'ai une baby face, mais je vieillis quand même, comme je te dis, ça fait 8 ans que je suis ici. Et, c'est ça que ça fait 8 ans. Ouais, 8 ans déjà. Plus en fait je vieillis, plus je me rends compte que j'accepte, comme je te dis, tout ce que j'écris, tout ce que je fais, une fois que je l'accepte, ben, c'est des parties de moi qui grandissent, comme je grandis, comme tu vois, tu faisais le paradoxe de ma musique elle évolue, ben, en fait comme moi et encore heureux, tu vois, si je ferais la même chose que quand on s'est rencontrés, ben, là je te dirais peut-être faut que j'arrête, tu vois, mais en fait moi dans la discipline, je m'y trouve de plus en plus, j'ai de plus en plus mes codes, ma couleur, mes trucs et en fait je pense que c'est là où ça devient intéressant, c'est que au début, tu le fais pour impressionner tes potes quand vous allez kicker et tout, tu sais, faire genre en mode c'est qui le meilleur size, c'est qui le meilleur couplet et tout. Et plus ça avance, plus en fait, ouais, comme dans une discipline, il y a des trucs que tu maîtrises, donc en fait, tu essaies de faire des combos, tu essaies de faire des trucs, puis après, ça te donne une palette de couleurs pour travailler avec. Et je pense que là, plus je vieillis, plus l'histoire elle avance, plus l'aventure elle grossit, les gens ils adorent. Et ouais, le bilan, c'est qu'on l'a fait. Je suis à l'endroit où je voulais être. Pas de regret, tu vois, pour répondre à ta question. Ça, on n'a pas de regret. Si des gens te découvrent, avec cet épisode, quel titre tu sélectionnerais pour leur faire découvrir ta musique? S'il y en avait un que tu devrais choisir. Ou un projet. Je vais être plus sympa. Un projet. Ça va être Rapide et Dangereux 3. Ah qui n'est pas encore sorti. Non, qui n'est pas encore sorti. Donc tu m'empêches de balancer un extrait, du coup. Un extrait, complètement. Non, Rapide et Dangereux 3 ou sinon Usine. Usine est un morceau que j'aime beaucoup dans la couleur en fait qu'il a, que ça soit tant sur la prod de Kous qui me rappelle tellement en fait Rakim et justement RZA. Je vois la vieille usine, je vois la fumée, je vois la brique noircie tant c'est usé. Sur l'oreille j'ai une fusée, dans la cabine je pète un fusible. Ça doit faire 10 piges, rien n'a changé. Je fais du bruit comme une scie sur de l'acier. Tout ça pour remplir l'assiette. Amener de la viande, je suis un sacré carnassier. En fait, il y a une couleur très américaine et je trouve au niveau du texte, toi, comme tu dis, dans le son, je dis ça va faire 10 piges, rien n'a changé. Ouais. C'est exactement ça. Et quand tu montes l'interview avec la mentalité qui n'a pas changé, avec le fait qu'on fait toujours la même chose, ben, pour moi, c'est le son qui représente le mieux, je pense, actuellement, le projet et ce que je défends. Ouais, Usine, c'est un de mes préférés. Usine, j'ai kiff, mais là, ce qu'on est en train de faire, ouais, c'est cool. C'est beaucoup plus personnel. Je trouve qu'au niveau de ce que moi j'ai donné avant musicalement, où il y avait quand même beaucoup plus de l'ego trip sur certains trucs, des trucs aussi plus personnels, mais on restait quand même assez en surface. Je voulais pas. Il y avait des bobos que je voulais pas mettre le doigt dedans, tu vois. Et là, dans le 3, c'est l'inverse. En fait, je le prends plein fort et je me dis.
advienne que pourra, que ça plaise, que ça plaise pas. C'est encore une fois qui je suis, ce que je suis. Et... Il y a vachement cette vibe en ce moment, je trouve, des artistes qui prônent le fait de faire de la musique pour eux-mêmes avant de le faire pour le public, ce que je conçois et ce que j'ai pas ma phrase, ce que j'approuve vraiment à 100%. Est-ce que toi aussi tu es dans cette démarche-là? En ce moment, complètement. Mais même, comme je t'ai dit depuis le début, le truc que j'écris, c'est toujours pour fermer une page sur un truc. Après, oui, j'ai fait des morceaux qui étaient plus dans l'idée, on va se faire du fun, on va essayer de faire un petit délire comme ça aujourd'hui. Mais au final, les morceaux qui parlent le plus, c'est ceux que j'ai écrits pour moi. Et là, ce que je suis en train de travailler, justement, je suis beaucoup moins dans cette optique-là de me dire, OK, il faut des trucs plus comme ça, et plus de me dire, OK, dans ce que je livre, accepte de dire ça, en fait. Accepte de c'est pas grave. Comme j'ai dit dans la live session là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, j'avais dit la vie c'est rapide et dangereux, n'aie pas peur de te tromper. Et je pense que c'est ça en fait. C'est en vrai qui est parfait, puis en fait quelque chose de parfait, c'est pas beau. Donc au même titre qu'il faut savoir sublimer les parts d'ombre, il faut savoir dire que tu as des parts d'ombre aussi. Je pense que écrire pour soi, c'est le meilleur moyen en fait de que tu sois sincère avec toi-même, mais même au-delà de ça, en fait, si tu écris pour toi et que ça te plaît à toi, ça risque forcément de plus plaire aux autres aussi. Parce que si déjà toi, tu acceptes ce que tu fais, forcément, en fait, c'est comme quelqu'un qui est en confiance, quelqu'un qui marche dans la rue, qui regarde droit devant lui, ou quelqu'un qui fixe le sol, ça n'a pas la même charisme. C'est le même délire. Si pleinement t'écris le son, il est pour toi, et que toi tu dis, mais écoute, ce truc-là, ça me parle, c'est vraiment quelque chose que j'aime, ben, les gens, ils vont filer ton mood, parce que c'est une énergie que tu dégages, en fait. Ouais, du moment où tu es aligné avec ce que tu fais, c'est là où tu es le meilleur pour pouvoir le porter, en fait. Le moment où tu es le plus honnête avec ce que tu es, en fait. C'est tout, hein. Comme on l'a dit, il y a des très grandes personnes qui ont fait énormément de bien, qui sont très respectées. Il y a des très mauvaises personnes qui ont fait des choses très mauvaises, qui sont autant respectées, mais parce qu'ils sont fidèles à eux-mêmes, et que quand tu es fidèle à eux-mêmes, tu parleras toujours à quelqu'un. Après que ce soit bien, pas bien, ça va parler aux gens parce que t'es straight avec toi, en fait. C'est tout. Est-ce que tu as de l'actu en ce moment que tu pourrais nous partager? Je t'ai parlé de Rapide et Dangereux 3. On est en train d'avancer dessus. Au niveau des thématiques abordées, ça va être très personnel. Il y a un son sur anniversaire, un son sur... Quand plus jeune, je me prenais un peu pour un petit young thug et plein d'autres petites surprises. Il y a un featuring qui va arriver là avec mon acolyte de tous les jours, pour ceux qui ont la ref. On aurait pu faire autre chose, no choice. Les bons, les mauvais choix, on aurait pu faire autre chose. Le cœur est froid comme à Oslo, no choice. On a grandi dans le doute, et dans le doute, on aurait pu faire autre chose. Et des scènes aussi, donc là il y a quelques concerts qui sont annoncés, j'annonce toujours sur mes réseaux. N'hésite pas à aller dans le petit onglet en bas du profil, tu vas avoir toutes les dates et tout ce qui est sorti. Et là en ce moment, on est sur de la grosse compo avec le Seven Way et le Decous, en ce moment la Calade, justement pour boucler Rapide et Dangereux 3 qui est plutôt pas mal là en ce moment. Seven Way, Decous, c'est les ingés avec qui tu travailles le plus en ce moment, et Moon Studio aussi qui me suit sur l'aspect live, mais les beatmakers avec qui je travaille, c'est Decous et Seven Way, qui étaient d'ailleurs sur Rapide et Dangereux 1, sur Rapide et Dangereux 2 aussi. Sur Rapide et Dangereux 1 aussi, tu avais une petite prod de Skyred, un chum aussi beatmaker en France, mais principalement là, ce qu'on est en train de travailler, c'est beaucoup avec le Seven Way et le double, quand Seven Way n'est pas derrière la caméra, le cadrage. Et à l'habillage. Le stylisme, le rongeage dedans. Couteau suisse. Le vrai couteau suisse. Hein. Tu peux t'en servir pour beurrer le Nutella ou pour piquer. C'est bon? Ça va, c'est nickel. Mais on l'aime. Comment il fait? Les Coréens, ils font comment? C'est comme ça, faut que je fasse facecam. Pour la dernière question de cet échange, j'aimerais savoir, pour alimenter la playlist de Nomade, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, qu'est-ce qui tourne dans ta playlist et que tu pourrais recommander en dehors de tes sons à toi? Taylor Swift. Je m'y attendais tellement pas. C'est quoi ton ERA? Non, no joke. En vrai, en ce moment, comme je suis en train de work pour Rapide et Dangereux 3, j'avoue, j'essaie de pas trop écouter plein de trucs à côté parce que ça
ça va me perturber un peu mentalement, mais j'écoute beaucoup Seven Way. J'avoue que je me ronge sur les prods de ce petit beatmaker incroyable. Et non, il est très chaud. Et non, comme je t'ai dit, vu que je suis sur Rapide et Dangereux 3 en ce moment, j'écoute beaucoup des prods, que ce soit celle de Decous ou du Seven. Principalement des prods, même avec d'autres, des petits type beats aussi. J'avoue que des fois, je me fais des petites séances type beats sur YouTube, checker un peu ce qui se fait, mais principalement des prods en ce moment. Pas trop de son, non. Merci beaucoup, July. Avec plaisir. Et merci à toi pour l'invitation. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin pour cet épisode de Nomade et j'ai super hâte de vous retrouver très bientôt. Le clip. Oui. Oh, Ça, j'adore ce petit saut.